tour du monde, et puis il s'égare, et il arrive sur une île qui ne figure pas sur sa carte. Et cette île, quand il va la visiter, et y séjourner très longuement, il va découvrir que c'est une autre société que celle de laquelle il vient, évidemment. Et que c'est une société qui est plutôt bonne. Donc il y a bien les deux idées dans l'utopie. Et l'utopie, Thomas More, évidemment, ignorait à cette époque, il y a donc 500 ans, 1516, il ignorait qu'il inventait un genre littéraire. Il avait fait ce texte-là comme ça. Bon, c'était un peu une pochade, d'une certaine manière. Il était avocat d'affaires. Il s'occupait des droits de la plus grosse corporation londonienne, celle des Merciers. Et il allait souvent à Anvers, qui était la ville monde de l'époque. Et quand il devient chancelier, c'est-à-dire Premier ministre d'Henri VIII, donc un homme de pouvoir, il n'engage aucune réforme de celle qu'il aurait pu finalement nourrir à partir de son propre livre. Et même dans les premiers textes biographiques, dans les premières études sur lui, ne figure pas l'utopie. Thomas More est présenté comme le premier prosateur anglais. Du reste, Shakespeare, quelques décennies plus tard, lui rend hommage, comme disant que c'est l'inventeur de la langue anglaise et de sa grammaire qui va se fixer au tournant du XVIe et XVIIe siècle par la suite. Alors, donc il invente un truc, mais il ne le sait pas. Et un libraire viennois, au début du XXe siècle, va recenser à peu près 1500 récits utopiques. Alors déjà, j'en conclus une première chose, l'utopie est un moment occidental de la pensée politique. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde oriental, il n'y a pas d'équivalent dans le monde arabe, même dans ces langues, il n'y a pas de mot pour dire utopie. C'est vraiment un truc spécifiquement occidental, qui est construit de la manière suivante, une critique radicale de la société dans laquelle on est. On montre qu'elle est injuste, inique, violente, etc. Et puis, une contre-proposition, si vous voulez. Alors c'est là où les récits sont souvent excessivement ennuyeux, parce que beaucoup d'utopistes en font une espèce de programme politique. Ils ne veulent rien oublier. Donc c'est très laborieux, c'est très pénible à lire. J'en ai lu des centaines. Sur les 1500, je ne les ai pas lus les 1500. Alors, comme on a très peu de temps, il y a une autre utopie qui m'intéresse beaucoup, c'est l'utopie expérimentée, l'utopie vécue, l'utopie pratiquée. Alors ça, c'est beaucoup plus rare, et c'est au XIXe siècle seulement où des Français ou des Anglais vont acheter dans le Nouveau Monde, qui est en train de se construire, les États-Unis, un territoire où ils vont installer des gens qui ont envie de vivre différemment. Donc, dans ces utopies-là, elles ne sont aucunement totalitaires, comme souvent bêtement on dit l'utopie est totalitaire, c'est évidemment absurde. Il suffit de regarder tous ces récits. C'est des récits où les gens sont heureux de vivre là, même si à un moment donné ça échoue. Parce que ce n'est pas un échec. Ça, j'ai compris ça dans mon 3e livre sur les utopies. J'avais commencé par parler des échecs des utopies. Non, c'est une expérience. C'est un vécu des gens, et ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup grandi en eux-mêmes, en ayant à un moment donné de leur vie cette pratique expérimentale d'une alternative. Je m'arrête. Oui, et bien en tout cas, ça nous fait une très bonne introduction et une très bonne liaison avec le livre sur Gaudin, parce que Gaudin, bon, on le connaît pour les poils Gaudin, bien sûr, mais il a fait partie justement de ce mouvement utopiste concret du 19e siècle. Il a d'ailleurs expérimenté, il a failli d'ailleurs partir lui aussi dans une colonie au Texas. Voilà, oui. Et parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de dire donc, dans cette biographie, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que vous racontez la vie de Gaudin du début à la fin, mais en y intégrant les textes. Et c'est intéressant de pouvoir lire les propos, les projets politiques de Gaudin, qui était un peu fourriériste au début, puis qui ensuite va bouger. Et est-ce qu'on peut dire que Gaudin, quelque part, c'est un utopiste réformiste ou un utopiste pragmatique? Alors moi je dirais que c'est un utopiste pragmatique qui est un homme qui explore les possibles. Je pense qu'il faut partir des origines. Bon, Gaudin, c'est quelqu'un qui sort de l'école à 11 ans, avec une formation minimale, qui va faire son tour de France. Voilà, une influence quand même majeure, et qui souffre pendant ce compagnonnage d'une certaine misère, mais aussi de l'inégalité du partage des richesses produites, et qui cherche
des réponses. Alors, il lit beaucoup, il écoute, il va voir des utopistes de l'époque, et il va chercher au fond sa propre réponse, à la fois sur le plan théorique, mais il va aussi l'expérimenter. Alors, ce qui m'a frappé, c'est cette adhésion au fourriérisme à partir de la lecture d'un article, et finalement la façon dont il est assez peu accepté par les phalanstériens considérants et d'autres, qui le snobent un peu, il faut dire. Hein. Et donc il engage le tiers de sa fortune de l'époque dans une expérience au Texas, qui est une expérience essentiellement à vocation agricole, parce que dans le fourriérisme, il n'est pas encore dans la société industrielle, et il y a aussi ce décalage. Bon, quand ça échoue, Godin dit, bon, ben c'est simple, je vais faire chez moi, par mes propres moyens, on va explorer les possibles. Alors, ce qui distingue finalement l'expérience de Godin, c'est il s'appuie sur une réussite industrielle dans un marché de premier équipement. Donc, très porteur, et lui, qui dispose de fonds importants, va chercher la façon de distribuer ces richesses de façon équitable, dit-il, et non pas égalitaire. Voilà aussi quelque chose qui est assez intéressant. Alors par ailleurs, quand je me suis plongé dans l'œuvre de Godin, j'ai trouvé cet attachement, ce militantisme pour la recherche de la paix, avec l'arbitrage international. Et comme précédemment j'avais fait une biographie de Léon Bourgeois, qui est, on ne le sait pas souvent, le père de la Société des Nations, puisqu'il a publié un livre en 1911 qui s'appelle « Pour la SDN », avant la Première Guerre mondiale. Donc là aussi, on est dans une sorte d'utopie et qui est très partiellement réalisée, mais de la même façon que Godin est un expérimentateur, Bourgeois aussi, il sait faire avec la réalité. Alors par contre, Godin, ce qui est intéressant, c'est que c'est un expérimentateur, c'est aussi un constructeur, un bâtisseur. Oui. Il y a aussi une personne qu'il ne faut peut-être pas oublier avec Godin, c'est sa femme, enfin sa deuxième compagne, Marie Moret. Et c'est peut-être, alors je ne sais pas, ça pourrait peut-être nous confirmer, c'est une expérience utopique et sans doute celle qui a duré le plus longtemps, puisqu'elle a duré quasiment un siècle. Oui, alors bon, le fait que parfois quand je parle de Godin, et bon, je vis en Bourgogne, à Beaune, précisément, et donc les amis bourguignons me disent « Ah ben, au Creusot ». Et je dis « Les Schneider au Creusot, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, ça ne devient pas une société coopérative, ce qui est le cas du vivant de Godin, par un biais tout à fait intéressant, puisque il n'y avait pas de législation sur les coopératives ouvrières. Donc il utilise un biais juridique, une société recommandite, je vous passe les détails, pour que son personnel devienne le propriétaire et les propriétaires de son usine. Hein, ça c'est très intéressant. Alors sur le plan aussi, là où le fourriérisme est totalement présent chez Godin, c'est vis-à-vis de l'éducation et vis-à-vis du statut des femmes. Donc ça c'est aussi très très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il laisse de Fourier? Alors la papillonne amoureuse par exemple, ça ne me plaît pas trop. Et puis la rotation d'état. Godin dit ça, je ne peux pas faire ça dans le type de production qui est la mienne. Mais il y a quand même ces points forts concernant l'éducation intégrale et concernant l'égalité des femmes. Le Familistère comporte un conseil, enfin 2 conseils, dont un de femmes élues, sous le Second Empire, le règne de Napoléon III.
Hein, tu veux Alors des gars. effectivement, Je m'étais assise à la table pendant qu'il était en discours. cette construction, je ne sais pas si Évidemment. vous l'avez déjà visité, mais c'est fascinant encore aujourd'hui d'aller visiter le Familistère. Donc c'est effectivement quelque chose qui a duré un siècle, enfin, je ne sais pas si c'est ironique, mais qui s'est arrêté en 1968, justement au moment où l'utopie politique, une forme d'utopie politique s'imposait. Mais bon. Et alors, une autre construction qui a duré et qu'on découvre dans votre ouvrage, Colette Vlerick, donc c'est les premiers ostréiculteurs dans ce coin des Abers, donc dans le Finistère Nord, et que vous nous faites découvrir. Et je crois d'ailleurs que vous avez appris des choses à pas mal de gens du coin. Et donc avec ce monsieur qui s'appelle donc Édouard, j'ai pris la note parce que le nom est un peu compliqué, Édouard Delamarre de Bouteville. Oui, de Bouteville, c'était le nom de sa femme. Et comme c'était deux familles importantes de Normandie, il a voulu accoler les deux noms, il a eu l'autorisation. Tardivement, très peu avant sa mort. Il est mort en 1901. C'était un personnage extrêmement bizarre. Un ingénieur, donc fils de famille, etc., qui s'est très tôt passionné pour beaucoup de choses. Il a fait des collections d'oiseaux, il y a toujours des collections au musée d'histoire naturelle de Rouen qui sont dues. Il avait commencé à 16 ans et il est devenu ingénieur. Il s'est intéressé à beaucoup de choses et en particulier à la possibilité d'un véhicule à moteur. Parce que dans les cours des usines manufacture, filature, tissage, des deux familles de Delamarre et de Bouteville, il a trouvé archaïque que l'on utilise encore des carrioles avec des chevaux pour transporter les énormes ballots, soit de fibres, soit de toile tissée. Il s'est attelé avec son chef mécanicien, donc il y avait des machines à vapeur, à la réalisation du premier moteur à explosion, qui effectivement avait tendance à exploser. Mais il a quand même déposé avec ce monsieur qui s'appelait Malandin, il a déposé le premier brevet de moteur à explosion, bien avant Benz. Il est intéressant aussi parce qu'il a touché à beaucoup de choses. Il s'est passionné pour le sanskrit avec un maître qu'il avait. Il a écrit en 3 ou 4 très gros volumes la première grammaire de sanskrit que l'on ait en français. Il s'est passionné pour les coquillages, pour les algues, et c'est à ce titre que le gouvernement, à un moment, lui a demandé une étude sur les débuts de l'ostréiculture, puisque Napoléon III et Eugénie adoraient les huîtres. Hein, le grand développement des huîtres sur la côte atlantique, en partie, est dû à l'empereur. Et donc, notre Édouard Delamarre de Bouteville est parti depuis la Hollande jusqu'à Biarritz, étudier tout ça, en passant par l'Angleterre et la Bretagne, c'est-à-dire qu'on est dans les dernières années du 19e. Et par un chemin que je suppose, mais qui n'est pas prouvé, il est passé à Pointe du Finistère par la Bervrac, où il y avait une usine d'extraction de l'iode à partir des algues. Et il a décidé de s'installer, et il a fait ses premiers essais de culture d'huîtres dans la Berbenois, donc ce sont des estuaires à marée, aux Abers. Et il y avait déjà un essai, tout près de là, qui était fait par un certain Alain Madec, qui lui était instituteur de formation. Et ça a donné la culture de l'huître qui persiste dans les Abers et qui est vraiment la source d'emploi, de bien-être depuis maintenant plus d'un siècle. Et ce qui est intéressant, effectivement, ce que vous racontez, parce que ça, c'est quelque part périphérique par rapport à la trame du roman, mais ce que vous restituez fort bien, c'est la manière dont, effectivement, cette utopie, quelque part, parce que les paysans ou les pêcheurs du coin, quand ils voient arriver, ils se disent, ouais, bon, encore, qui c'est que ce fou, comment ça transforme, effectivement, concrètement, toute la société locale, en fait. Évidemment, parce que ça donne du travail, mais s'il y a une utopie, c'était bon par rapport à ces idées, je pense, plus catholiques et hindoues ou bouddhistes qu'autre chose, puisque dans les usines familiales en Normandie, il avait fait construire des villages pour les ouvriers, avec hygiène, etc., enfin toute la panoplie qu'on connaît. Sur place, en fait, il a créé son premier parc en 1900, il est mort en 1901. Donc c'est Alain Madec, qui était dans l'autre Abers, qui a repris.
mais ça a donné du travail stable, un salaire, donc de la sécurité matérielle à des gens qui autrement vivaient d'un peu de la pêche, du ramassage et de la pêche, du goémon, enfin des algues, qui étaient transportées justement à l'usine d'extraction d'iode. Mais ce n'est pas le plus extraordinaire utopiste que j'ai rencontré en Finistère, et je pense que c'est à juste titre qu'il y a eu un colloque sur le sujet avec quelqu'un qui a intitulé son intervention « Finistère, terre d'utopie au pluriel ». Je voudrais parler de Louis Rousseau, que peut-être les spécialistes connaissent. C'est à 3 km de route de chez moi. Il y a un endroit qui s'appelle Caire Emma, c'est-à-dire chez Emma, et qui a été fondé par un certain Louis Rousseau, qui a en commun avec les autres utopistes que je voudrais juste évoquer, d'avoir été dans l'armée napoléonienne, prisonnier en Angleterre. Il demande, alors qu'il était officier, donc il avait le droit d'être prisonnier sur parole dans une maison particulière. Il a demandé à retourner sur les pontons, qui était une horreur, simplement pour pouvoir tenter de s'évader. 22 tentatives, tout échoue, mais il a fait sa formation intellectuelle apparemment de cette façon. Il a rencontré les idées saint-simoniennes et fourriéristes de cette façon, ce qui est quand même assez étonnant. Il rentre sur la terre ferme, il se marie, ils font une brasserie parce qu'il y avait de l'argent des deux côtés. Son père était un maître de poste important, donc de l'argent. Et puis, un moment, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'il avait rêvé dans sa prison de créer une colonie au Texas ou de civiliser les Iroquois. En définitive, ce ne sont pas les Iroquois, ce sont les Bretons. Et il s'installe donc sur la côte nord du Finistère, dans un endroit où il y a des dunes. Il achète d'abord 300 hectares, il en rachètera 200 plus tard, et il se dit, bon, il construit une maison pour lui. Il se dit, mais il faut faire quelque chose, il faut apporter quelque chose à ces pauvres paysans. Et c'est là qu'intervient mon personnage fétiche, un certain Jacques Frimaud, qui lui a réalisé une manufacture, une usine avec un jardin ouvert. C'est un projet extraordinaire qui a existé quelques dizaines d'années à Landerneau. Donc Rousseau arrive, il habite d'abord chez Jacques Frimaud, qui va l'aider à assécher les marécages, à construire une digue pour retenir les eaux et donc rendre toute cette partie cultivable. Il rêve d'installer ce qu'il appelle une tribu chrétienne, puisqu'il se sépare quand même assez rapidement des idées fourriéristes parce qu'il accepte, mais qu'on s'éloigne de la vraie religion, qu'on s'adonne au libertinage, ce n'est pas possible. Je soupçonne fort Emma, sa femme, d'avoir serré la vis à tout ça, comme elle a serré à un moment les cordons de la bourse, parce qu'il a dépensé beaucoup. Donc il a commencé à faire construire des fermes sur plusieurs kilomètres pour que des paysans puissent s'y installer, mais en cherchant à se rapprocher du clergé, ce qu'il a fait, pour élever le niveau, mais moralement, tout en gardant ses terres à lui. Mais c'était vraiment apporter le progrès technique et le progrès dans les méthodes d'agriculture. On est vraiment dans ce projet-là. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, bon, il y a toujours la digue avec les portes sur la petite rivière. Il y a les dunes, une partie qui a été asséchée. Il y a ces maisons qu'il a fait construire, les fermes qui restent. Et puis, il y a 200 maisons qui ont été construites par les descendants, qui abritent pour les vacances environ 1800 personnes qui font des roulements. Donc, son héritage, c'est le paysage et un merveilleux patrimoine pour ses descendants. Et c'est resté une entité où on se coopte en propriétaire. Ouais. Ce qui est intéressant dans les deux exemples que vous évoquez, c'est effectivement, c'est le Texas déjà qui a un point commun, c'est aussi effectivement des personnes fort caractère, un peu visionnaires, qui vont transformer effectivement concrètement la chose avec des préoccupations sociales. Alors les préoccupations sociales au XIXe siècle, ça peut aussi être ou n'être que du paternalisme chez les industriels. Alors justement, Thierry Pacaud, est-ce que ce genre de transformation du réel, est-ce que pour vous ça rentre dans le cadre d'une utopie? Est-ce que c'est une utopie? Non, c'est pas une utopie, mais c'est pas pour ça que je trouve pas ça bien. Hein. C'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui une alternative ou une expérimentation sociale. Les utopies
dans la lignée de Thomas More sont devenus impossibles pour 3 raisons au moins. La première, c'est parce que la Terre entière est connue, donc il n'y a plus d'ailleurs. L'utopie de Thomas More, c'est un ailleurs. Sa source d'information, c'était, je vous l'avais dit, c'est les récits d'Amerigo Vespucci, qui sont publiés en 1507. Donc à la fin du XIXe siècle, tout est cartographié. Donc je pense que c'est pas par hasard si l'utopie bascule dans la science-fiction, et où l'ailleurs devient la Lune, devient Mars, devient d'autres planètes qu'on va essayer de conquérir, etc. La deuxième raison de l'effondrement de l'utopie, c'est le communisme. D'ailleurs, effectivement, ces millions de morts des goulags, de la révolution culturelle, des Khmers rouges, etc., ça vous dégoûte à jamais de toute expérimentation utopique. Et la troisième, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, d'ailleurs très confusément du reste, de multiplication des petites révolutions minuscules. Une AMAP ici, un habitat autogéré là, une coopérative ouvrière de production. Alors ça, c'est pas des utopies au sens de quelque chose qui a une visée globale, mais ce sont des moyens de prendre position sur sa propre existence, de vivre au plus près de ses convictions. Alors, moi j'appelle pas ça utopie, mais j'essaie modestement de vivre aussi ça. Et Philippe Madec, qui est un de mes amis, est un descendant des Madec dont vous parliez. La Berverac, j'y suis allé, c'est là. Donc il y a là des tas de lieux d'utopie. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 enjeux qui n'existaient pas à ces époques. C'est l'enjeu numérique, qui va avec la mondialisation, c'est-à-dire avec ce que j'appelle, moi, une précarisation du territoire. On a précarisé les emplois, maintenant on précarise les territoires. Un territoire en vaut un autre. Or, l'utopie, contrairement à son appellation, est un vrai lieu qui fait sens. Et puis, l'autre dimension, c'est la dimension environnementale. Effectivement, là, c'est des questions que les écologistes que j'ai pu lire n'avaient pas du tout en tête. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ces derniers temps, on parle moins finalement communément d'utopie que de dystopie. Alors la dystopie, en 2 mots. Alors, la dystopie, le mot apparaît dans un poème d'un poète anglais en 1748, mais bon, peu importe. Il est repris surtout par John Stuart Mill en 1865 pour décrire la politique qu'il trouve aberrante de la Grande-Bretagne en Irlande. Alors la dystopie, c'est un terme construit sur le grec, donc topos, topia, topos, le lieu, dit qui est raté. Donc la dystopie, c'est l'utopie ratée, c'est l'utopie qui devient son contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le lieu de l'émancipation, c'est le lieu de l'asservissement. Voilà. On va peut-être, je crois qu'on arrive au terme, malheureusement. On aurait pu, alors, oui, on va peut-être dire peut-être un mot un peu plus positif, alors, parce que là, on termine sur l'utopie. Est-ce que c'est encore possible ou est-ce que Alors, voilà, je ne sais pas ça si laisse c'est des encore traces possible, mais je voudrais vraiment, je ferai bonheur à dire 2 mots d'un personnage extraordinaire. C'est la première moitié du 19e, Alain Dernaux, Jacques Frimaud, ingénieur civil, comme il disait, ancien soldat, et qui a créé réellement une entreprise qu'il a liée à l'utopie. Il a créé une manufacture, jardin. Et ces jardins sont extrêmement structurés. Il y a l'école, il embauchait pour fabriquer des machines à vapeur, parce que c'était sa spécialité, ce qu'il passionnait. Il a créé une école en embauchant uniquement des ouvriers bretons pour leur apprendre à lire, écrire, interpréter un dessin technique. Il leur a créé un jardin. Donc il y a des vignes, des fruitiers, etc. Et quand il a fait faillite, malheureusement, ils se sont tous fait embaucher à l'Arsenal de Brest, au plus haut niveau, parce qu'on savait la formation qu'ils avaient reçue. Et je pense que ce qui m'a intéressé, bon, il y en a d'autres dont j'aurais plaisir à parler, on va arrêter, c'est de voir quand on vit dans un lieu, enfin dans le Finistère, c'est les traces que ça a laissées, puisqu'il y a des descendants de ces ouvriers dont la vie a été totalement changée. Voilà. Et bon, il aurait fallu parler d'Hervé de Guébridon aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc je crois que là on termine sur une note positive sur les traces et sur ce que ça peut laisser dans le